Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Joël Louzolo, danseur-interprète, chorégraphe et fondateur de la compagnie Nkaleko. Révélé au grand public lors de sa participation à Danse avec les stars en 2021, Joël n'en est pourtant pas à ses débuts. C'est à Mantes-la-Jolie, à 17 ans, qu'il découvre la danse et décide d'en faire un métier. Il se forme ensuite au Centre international de la danse jazz Ricodoms, où il affine sa technique et renforce son engagement. Cette formation le mène jusqu'aux États-Unis, où il se confronte à d'autres approches à travers des stages avec Ronald K. Brown ou encore à l'Alvin Ailey American Dance Theatre. D'interprète à chorégraphe, il construit également ses propres projets à travers la compagnie Nkaleko, un espace de création qui explore les mémoires, les héritages et les corps pluriels. Dans cet échange, Joël revient également sur sa participation à Danse avec les stars, les coulisses, la manière dont il a vécu cette soudaine visibilité et ce que cela change dans une carrière. On parlera également de la gestion de l'image, des réseaux sociaux, de la critique, de l'exposition médiatique. Nous interrogerons le rapport au corps, comment rester performant, prévenir les blessures, récupérer, se régénérer physiquement et mentalement pour durer dans le temps. Il partagera, pour terminer, ses outils de résilience ainsi que quelques conseils qu'il aurait aimé recevoir à ses débuts, indispensables dans un milieu aussi exigeant pour évoluer et affiner son identité artistique. Salut Joël. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, très heureuse de t'avoir dans le podcast. Très heureux d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, bah écoute, je pouvais pas refuser. C'est très bien. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, te présenter, qu'est-ce qui t'a donné envie de danser, qu'est-ce que ton environnement t'a transmis ou au contraire, ce contre quoi tu t'es construit ? Du coup, comme dit dans la présentation, j'ai commencé aux environs de 17 ans. Là, je suis dans une famille où on va dire que l'art était présent. L'art a toujours été présent, mais plus, on va dire religieusement, parce que j'ai une famille chrétienne et du coup, il y avait beaucoup de louanges, beaucoup de musique religieuse à la maison. Et mes parents ils ont toujours tenu à ce qu'il y ait un instrument, on avait un piano, donc ça a surtout tourné autour de la musique au début, en vrai de vrai. Au début, j'étais pas attiré par la danse. Ok. Au début, j'étais pas du tout attiré par la danse. En gros, quand j'étais au lycée, je faisais ça. J'avais un groupe de musique et tout. J'adore. J'avais un groupe de musique, on faisait des concerts et tout, je te jure. Tu faisais quoi comme instrument ? Non, je chantais. Ok. Je chantais et j'ai appris le piano via mon frère. Et la guitare tout seul et tout. Et j'avais un ami qui faisait aussi, qui composait et tout, et qui est toujours mon meilleur ami aujourd'hui. Et au début, c'était ça. Au début, c'était vraiment ça. Genre, la danse, c'était comme ça. C'était pour rigoler, genre, des fois et tout. Et ensuite, je crois que c'est à la rencontre de Anne Gervais. Ouais. À un stage de 3e, ça qui est marrant. Pas un stage de 3e. Comment ça s'appelle ? Un truc d'orientation, tu vois ? Ouais. C'était un truc d'orientation. Et en fait, il y avait un stand de danse. Il y avait, je te jure, et j'y suis allé comme ça, tu vois, pour rigoler. Pareil, je suis allé à un stand de danse. Pour rigoler. Ouais, et ensuite, elle m'a dit, ouais, viens prendre les cours. Viens tester au conservatoire, machin. Et puis, je suis allé tester, et puis j'y suis retourné, quoi. Ok, et ça s'est fait. Ouais, j'y suis retourné, ça s'est fait et tout. Parce qu'en vrai, je pense que j'avais, dans tous les cas, genre beaucoup d'énergie. J'avais envie de faire autre chose, parce que même si les cours, la vie de l'école, ça me plaisait, c'était pas, je pense que c'était pas ce qui m'animait le plus. Et du coup, ouais, c'est au lycée, du coup, que j'ai commencé à y aller, à la danse. Tout seul avec mon sac d'écolier, c'était marrant, hein. Et en vrai, c'est comment dire,
normal quand tu regardes un peu le parcours des autres de commencer aussi tard. Et je mets des guillemets autour de normal parce qu'en fait, c'est quoi la normalité? Il y en a pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais comment, tu vois, avec le recul, est-ce que tu penses que d'avoir commencé tard, ça t'a donné une force ou tu t'es senti un peu dans l'urgence de dire attends, les autres, ça fait peut-être 15 ans qu'ils font ça, je dois rattraper mon retard, je dois faire mes preuves? Ben, ça, je l'ai eu en arrivant à Paris. Genre. Ok. Ben, bon, après, les gens vont dire que je suis parisien. Voilà, moi, je suis Île-de-Français, ok. Je suis banlieusard, voilà. Je viens du 78, voilà. Chanteloup, Mantes-la-Jolie, Limay. Vraiment, la ligne J. La ligne J, c'est ma vie. Mais il y a quand même une grande différence. Parce que, du coup, même les profs que j'avais eus, parce que c'était un conservatoire, mais c'était un... Là, il y a une grande différence entre le conservatoire de Mantes-la-Jolie, surtout à l'époque, et par exemple le conservatoire à Paris, tu vois, en termes de niveau, etc., etc. Du coup, à cette époque-là, j'aimais beaucoup la danse, mais j'avais encore une énorme distance avec la réalité, quoi, tu vois. J'avais eu quelques stages, j'ai eu la chance d'avoir eu d'ailleurs un danseur hip-hop, un OG qui s'appelle Charlie, le mari de Tia qui donne des cours de talon d'ailleurs, et Bruce Taylor qui avait fait des stages, qui venait faire des stages et tout. Et là j'avais commencé je crois que je commençais à comprendre qu'il y avait d'autres choses qui se passaient en termes de danse que juste la rigolade, tu vois. Et évidemment en venant, quand j'ai passé l'audition, ne serait-ce que l'audition de Chérik et tout, j'étais là en mode ah ouais, d'accord. À l'IFPRO du coup, c'est ouais, à l'IFPRO, ouais. L'IFPRO qui est, je l'ai dit tout à l'heure, Institut professionnel. Institut de formation professionnelle de danse jazz. Voilà. Donc, tu t'es formé en jazz d'abord. Ouais. Ok. Vraiment, genre, je crois que j'ai pris à tout casser 1 ou 2 cours de classique pour savoir ce que c'était avant d'aller à l'audition. Mais... Histoire d'être curieux. C'était n'importe quoi. Franchement, des fois, je me dis, mais comment ils m'ont pris? Comment ils m'ont pris? Ah, c'est trop grave. Quel escroc je suis. Mais c'est drôle. Et c'est drôle parce qu'en plus j'ai été culotté, c'est que j'ai fait l'audition de Chérik en plus. Et j'avais tellement kiffé, moi j'ai passé une bête de journée, j'ai tellement kiffé que j'ai fait aucune autre audition. Je m'étais inscrit à l'époque, je crois je m'étais inscrit pour aller passer l'audition à l'AID, à Correa, je crois, ou je sais plus où. J'ai fait l'audition de Chérik, j'ai dit j'ai juste envie de rester là, c'est trop bien. Mais j'ai été choqué du niveau. Ouais, j'étais choqué du niveau, tu vois, de ce que les gens pouvaient faire avec leur corps, tu vois, c'est des trucs que même en fait faut partir du principe que même culturellement, genre, je connaissais pas tout ça. Je connaissais pas. Genre, vraiment, en termes d'univers, tu parlais que ce soit de Martha Graham, de Pina Bausch, de qui que ce soit, de Nureyev. Je connaissais rien. Ça, en fait, je te jure, j'arrivais, tout ça me disait rien. Alvin de qui Alvin, tout ça, ça ne me disait rien. Vraiment. Et du coup, quand tu rencontres des personnes qui, peut-être, sont dans des vocations... comme ça depuis qu'ils ont 5 ans, des Mbappé de la danse, tu vois. Vraiment, parce que c'est là que tu te rends compte que ouais, ça existe, qu'il y a des gens qui sont dans la danse de génération en génération, qu'il y a tout un héritage culturel autour de ça, multiple, vraiment. Et surtout, et d'ailleurs aussi dans ces branches de danse là aussi, tu vois. Et du coup, ouais, ça te met dans un truc où tu te dis, ok, si je veux en vivre, il faut que je bosse, quoi. Mais il faut que tu travailles aussi sur ta culture, de fou. sur tout ce qui se passe, pour essayer de faire un peu du réseautage aussi. Ouais, pour essayer de faire du réseautage et aussi pour aussi comprendre aussi où est ta place, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un truc... En fait, il y a un truc que j'ai compris déjà de 1, je pense, et c'est pour ça que je regretterai jamais d'être allé chez Rick, c'est que c'était ma place, tu vois. C'est que c'était ma place aussi par rapport à l'héritage de danse aussi, l'héritage de danse jazz et tout, par rapport aux danseurs noirs aussi, que ce soit, en fait ça peut aller de la musique à la manière de regarder les corps, à la manière de faire apprendre aux gens, ça change tout. Genre t'auras pas le même enseignement si par exemple c'est con, si ta prof de classique elle est noire, si ta prof de classique elle est pas noire, tu vois. Ok. T'auras pas du tout le même enseignement et tout, et je pense que tous les danseurs noirs du moins qui ont approché, qui sont allés du côté genre classique contemporain, ils te le diront, parce que t'as pas la même vision sur le corps selon comment t'as été
selon comment on t'a éduqué, tu vois. Du coup, tu vas pas, tu vas pas considérer les corps de la même manière et tu vas avoir une vision différente. Alors qu'un prof de classique et nord, il va considérer, il va juste voir des corps. Il va pas se dire, ah, la personne, parce qu'elle est nord, elle va avoir un plus gros, elle va avoir des fesses un peu plus bombées, elle va avoir plus ci ou avoir plus ça, tu vois. C'est intéressant. Ouais, c'est fou. Et je pense que ça, le fait que je pense que ça a apporté aussi un côté safe où je savais où mettre, plus ou moins où mettre les pieds, tu vois. Voilà. Du coup, cette formation, elle a changé un peu ta manière de te voir comme danseur. Honnêtement, je pense qu'elle elle a changé ma façon de me voir comme personne tout court. Ok. Parce que vraiment, je pense que ça a été pour moi genre le début de ma vraie vie, on va dire, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont passées avant, mais le début de ma vraie vie où je commençais à vivre pour moi et ouais, à chercher ma place, parce que c'était à partir du moment où je me suis senti bien, genre c'était mon monde de A à Z, tu vois. Parce qu'à la fois tu découvres que t'as peut-être ta place dans tel endroit, puis tu vas prendre, puis t'apprends. J'étais hyper curieux puisque t'apprends selon les courants. Tu dis, je sais pas, tu rentres en cours de jazz, tu comprends qu'il y a plusieurs courants de jazz, tu vois. Tu t'avais Millard qui avait quelque chose de très comédie musicale, etc. Tu vois, t'avais Géraldine, très afro-jazz, t'avais Rick, lyrical jazz, et chacun a ses propres courants, tu vois. Il y a il y a quelqu'un qui va te parler de Bob Fosse, il y a quelqu'un qui va te raconter pendant comment West Side Story ça a été créé, et dans tout ça tu chopes des infos, et du coup tu dis t'es encore plus curieux, et même en contemporain ou en moderne, quand tu essayes de comprendre les grands courants, tu vois, que ce soit Pina Bausch, Martha Graham, tout ça, c'est même Lester Horton, c'est hyper intéressant. Et tout d'un coup, même moi je m'étais dit, ah ok, waouh, genre j'ai tout ça à rattraper pour comprendre pourquoi le corps des autres il bouge comme ça, et pourquoi le mien il bouge pas comme ça. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, si t'as pas comme on dit aujourd'hui, si t'as pas la ref, il te manque un truc. Du moins pour moi, dans ces courants là, tu vois. Si t'as pas la ref de d'où ça vient, par où ça passe, il te manquera toujours quelque chose. Du coup, j'ai été très curieux de comprendre. Tu vois, ça t'a développé ta curiosité, ça t'a développé le côté pluridisciplinaire. Ouais. Tu vois, que tu disais, tu débarquais un peu de Mantes-la-Jolie. Ouais. T'as pris... T'as compris aussi ce qui se passait dans le milieu, qu'il y avait aussi un milieu professionnel derrière, que c'était aussi un métier. Ouais, parce qu'à la base, toi, tu voulais pas forcément faire un métier. Non, à la base, je voulais pas du tout, je voulais pas forcément faire un métier et tout, mais il y a aussi un point où après, je pense aussi une question d'éducation, et je pense que en tant que danseur, on a très souvent ce truc-là où au bout d'un moment, tu vois, surtout quand tu commences tard, t'as besoin de donner de la rentabilité à tes parents. Parce que moi, ça rentrait comme dans un... Moi, le but, c'est que j'ai eu mon bac, et après mon bac, je fais ce que je voulais. Et le truc, c'est que il y a au bout d'un moment où il faut que ce soit rentable. Il faut que ce soit rentable, donc... et j'ai très vite aussi compris que j'avais pas exactement les mêmes chances que tout le monde, parce que déjà, quand tu fais partie de ceux qui payent leur école tout seul... c'est différent, tu vois. Ça veut pas du tout dire que c'est une mauvaise chose que d'autres personnes soient super accompagnées par leurs parents, etc., etc. Mais toi, t'as pas le droit à ça. Ça veut dire que tout ce que t'investis là, déjà, il faut que ça soit rentable pour toi. Toi, c'est toi qui as investi dans ton école? Ouais, du coup, à 100%, genre, je crois qu'il y a pas une année d'école où, genre, j'ai pas bossé. Les premières années, je travaillais à Carrefour. Ok. La première année, je travaillais à Carrefour. J'avais pris un job, c'était un job que j'avais déjà pris étudiant pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour me payer mon entrée à l'école, tu vois. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, vu que mon job il était près de Mantes-la-Jolie et j'habitais encore chez mes parents, du coup je devais faire les allers-retours. C'était
horrible. Parce que pour ceux qui écoutent, Ricodome, c'était dans le 16e... Non, le 8e. 8e, ouais. C'est le 8e, Ouais. c'est près de Place de Clichy. Et du coup, je prenais la Linji, j'allais je terminais les cours, j'allais bosser à Carrefour, je terminais à Carrefour, j'allais dormir, je me réveillais, je retournais en cours et tout. Wow. Et après, à un moment donné, j'ai même cumulé ça et l'accueil de Chéric. Et après, j'ai fait l'accueil de Chéric. Et après, j'ai été boursier. Du coup, ouais, tu te dis, putain, quand tu te fais chier comme ça pour, pour pouvoir vivre la vie que tu as envie de vivre, bah, tu as envie aussi que ce soit rentable, tu vois. Bien sûr, quand tu te donnes les moyens d'investir de Exactement. ton temps et de l'argent. Exactement, tu vois. Et tu te dis, ouais, il y a quand même des trucs où. Et ça, par exemple, ça, évidemment, tu te le dis plus tard, tu vois. Mais bah, c'est quand même certains moments de vie que tu mets de côté. Alors que beaucoup de personnes ont eu l'opportunité d'être dans de l'insouciance à ce moment-là, tu vois. Où tu te laisses un peu plus porter, tu vois, où t'as un peu plus de choix, tu vois. Alors que, ben, quand t'es restreint en termes de temps et d'argent, ben, tu dois faire des choix vite, tu vois. Il y a des gens pour qui c'était comme une prépa, ils se disaient, bon, après, je vais peut-être aller, je vais aller chez Alvin, je vais aller dans tel endroit, dans tel truc et tout. Mais toi, tu peux en rêver, tu peux essayer, mais et j'ai essayé, tu vois, mais il y a un endroit où genre ben t'as pas le temps de faire ça. Genre t'as pas le temps, si tu termines, je crois que du coup j'avais 20 ans quand j'ai terminé, 21, je sais plus, attends, 19, 20, 21, du coup entre 22 je pense, Ouais. plutôt. Et ben tu te dis t'as pas le temps de retourner en formation. T'as pas le temps de retourner, tu veux pas retourner 3 ans en formation, ça va trop vite la danse. Ça, et aussi Tu quand vois tu sais ce que ça t'a coûté. Bah oui, tu sais ce que ça t'a en coûté. Est-ce termes que t'es de prêt à temps, refaire ça? financièrement. T'es prêt à... Ouais, tu vois. Et les gens se rendent pas compte que quand t'es en formation, t'es déjà éclaté de ta Mais journée bien de sûr. formation. Ah ouais, mais Et oui. que du coup, le temps que tu utilises le soir pour aller bosser, pour payer ta formation, c'est pas du temps sur lequel tu te reposes, Ah, c'est pas non, du non, temps non. sur lequel tu peux De fou. apprendre de nouvelles choses, travailler ta De fou. danse. De fou. Des fous. Et puis au milieu de ça, ben, je pense que tous les gens qui ont été dans des formations, ben, il y a aussi le truc de vivre avec ton système de progrès. Il faut les réussir, ces examens. Ouais. C'est comme, tu vois, il faut progresser, parce que t'as pas le choix. Parce que surtout quand tu progresses pas, en plus t'as l'impression que et je pense que tous les danseurs aussi ont vécu ça, ben, t'as l'impression que tu stagnes et puis t'es encore jeune, du coup en plus t'as évidemment, bon après, c'est pas forcément vrai que la jeunesse, mais ben, ça remet ta confiance en toi, tu vois, et en plus t'as encore, évidemment quand t'es un peu plus jeune, ben, t'es encore plus sensible sur ça, du coup tu peux vite te remettre toute ta vie en question. Enfin, c'est horrible à dire, mais même aujourd'hui, je te jure, et c'est triste parce que l'école a fermé, mais on sait qui il reste de Chéric, exactement, tu vois, en termes de nombre. Et genre sur ma promo, on était tellement... C'était scandaleux à quel point on était franchement, on avait des classes de 40-60, tu vois. Et pourtant, sur tout ça, je crois qu'aujourd'hui, on doit être 2-3. Wow. 2-3. À bosser. Ouais. Je crois qu'on doit être 2-3. Et après, par exemple, tout le groupe de personnes qu'on s'est rencontrés via les classes, machin, etc., les classes qui sont faites au fur et à mesure, genre, ben, pareil, quoi, on sait tous exactement qui est qui, quoi. Pour dire sur la totalité de toute l'école à quel point c'est rare d'avoir des personnes qui en sortent, quoi. Et qui dure dans le temps aussi. Et qui durent dans le temps. Ouais. Après Ricodome, t'es parti aux États-Unis, comme je disais, chez Ronald K. Brown et Elvin Dailey faire des stages. Qu'est-ce que ces immersions, elles t'ont apporté humainement et artistiquement? Ben, en vrai de vrai, je suis pas parti directement. Je suis pas parti directement. Je crois que j'ai fait ma première année de travail. J'ai mon premier contrat et tout. En vrai, je pense que moi, j'avais besoin de quantifier genre la distance avec le rêve que j'avais et l'idéalisation, parce qu'évidemment je suis quelqu'un qui a vraiment, j'ai idéalisé les States, ces compagnies, genre ça aurait été un rêve pour moi de me battre pour pouvoir travailler là-bas, du moins dans ces compagnies, tu vois, d'avoir ma chance. Et je pense que j'avais besoin
d'avoir la réalité en face, genre d'avoir la réalité en face et de sentir la différence, parce que je le savais, tout le monde le disait, oui, il y a une différence de vélocité, de vitesse, de concentration, de travail, de niveau et tout, et en fait j'avais besoin de savoir, de me situer, et en vrai ça m'a conforté dans l'idée que c'était dur mais pas impossible, bien que il y a des vecteurs où bah évidemment c'est comme tout, quoi, faut arriver au plus tôt possible. Oui, et après, faut travailler, quoi. Tout simplement, ou faire Ouais, ses preuves. faut travailler pour faire ses preuves, etc. Mais par exemple, de la même manière que, tu vois, tu sais que par exemple, bah, t'apprends qu'il y a des grosses compagnies qui rentrent pas comme ça, tu vois. Oui. C'est comme l'Opéra de Paris, qui rentre pas comme ça. Toi, tu rentres parce que tu as été dans l'école, Ouais. puis tu vois, et toutes les grosses compagnies fonctionnent comme ça. Il y a que la nouvelle génération, on va dire, de compagnies beaucoup plus indépendantes ou privées, ou privées, où tu vois, il y a d'autres danseurs qui rentrent, c'est pas forcément les danseurs que de la compagnie qui ont fait l'école et tout. Mais ouais, franchement, ça m'a apporté une autre notion de travail, de rigueur, et ça m'a apporté le fait qu'il y a toujours un palier au-dessus, tu vois. Il y a vraiment toujours un palier au-dessus. Et aussi le fait que ouais, comme je dis, si t'es assez déter, si tu gères bien, si t'es au bon endroit, enfin, tu peux le faire, quoi, tu vois, tu peux, faut juste, comme on dit, réellement avoir du cardio, quoi, tu vois. Parce que je pense que, ouais, parce que je pense que c'est surtout ça. Je trouve que la vie d'un danseur, la carrière d'un danseur ou d'une danseuse, elle est très... pour moi, c'est un marathon. Ouais. Mais dans ce marathon-là, il y a des sprints. Ouais. Et donc, du coup, faut savoir gérer son cardio avec ça aussi. De fou. Parce que je trouve que, justement, des fois, t'es à un rien d'avoir ce que tu veux et tout. Mais genre, t'as abandonné. T'as abandonné juste avant, t'as abandonné trop tôt. De la même manière que aussi, je pense que des fois, c'est important de savoir ne pas forcer. Tu vois. Savoir ne pas forcer parce que c'est pas ton endroit, c'est pas ton espace et tout. J'ai l'impression que des fois on peut confondre un rêve avec un idéal de vie, tu vois. Et que des fois tu peux rester. Tu vois, par exemple, je connais des amis danseurs qui, tu vois, qui ont pu être obnubilés par le fait de travailler avec un chorégraphe en particulier ou dans telle compagnie, etc. Et qui se butent alors que c'est un endroit des fois qui ne veut pas d'eux. Ça arrive des fois, tu vois, tu as envie de bosser, c'est un endroit qui ne veut pas de toi. Oui, et puis tu vois, et où c'est pas ton moment, ou des fois t'as pas, tu vois, je pense que tout le monde adorerait aller là à Los Angeles, aller au Millennium, prendre des cours et tester les auditions, machin, etc. pendant un an. Tout le monde aimerait. Mais est-ce que tous les danseurs ont 30 000 euros de côté, ou 33? Est-ce que tous les danseurs ont de quoi payer le visa artiste, tu vois? Est-ce que tous les danseurs sont chauds aujourd'hui de mettre leur famille de côté, leurs amis de côté, pour partir dans une vie solitaire à Los Angeles, se battre entre peut-être le crédit que t'as fait, les papiers pour garder ta carte de travail, etc. Et aussi te battre contre le fait que peut-être les producteurs vont pas vouloir travailler avec toi parce que ils ont peut-être pas aussi assez d'argent pour soit te payer ton visa, ou peut-être parce qu'ils vont se dire tu vas partir un jour, du coup on va pas travailler avec toi parce que on t'adore mais t'es étranger, tu vois. Est-ce que les gens ont la déterre et le temps de faire ça, tu vois? Complètement. Et après il y en a, j'ai envie de te dire oui, mais et c'est très bien, et j'encouragerai toujours une personne qui a envie, mais c'est pour ça que je pense que tout de même il faut savoir aussi se retirer par rapport à soi-même, parce que des fois tu peux te lancer quelque part, et en fait c'est pas ton espace, et il y en a beaucoup qui se perdent, que ce soit là-bas ou ailleurs, parce que en fait tu rentres dans une vie où tout tourne autour de tes papiers, de machin, etc., et t'es plus sur la danse et sur machin, tu vois, sur l'artistique. sur l'artistique. On en a parlé avec Célassie Dobaché dans son épisode où elle, du coup, elle est belge, elle est partie vivre à Los Angeles. Et elle me disait mais qu'elle avait payé 3 fois des visas. Les visas, ça coûte plus de 6 000 euros. Tu vois. Puis après, arriver là-bas, t'as pas le régime de l'intermittence comme on a ici. Donc il faut effectivement aller bosser, comme t'as pu faire toi pendant tes études. Mais bon,
C'est-à-dire si tu Ouais. bosses, bah tu peux pas passer des castings. Enfin, du Ouais. coup, c'est un cercle, une espèce de cercle mi-vertueux, mi-vicieux, tu sais pas trop. Mais oui, Bah, il y a une idéalisation Ah oui, oui, oui. des Bah, États-Unis. Et... la fois où j'ai eu la chance de faire des scènes là-bas et tout, et les autres danseurs qui travaillaient avec nous, on était 2 Français, c'était terrifiant. Hein. C'était terrifiant parce qu'on a vraiment, ils allaient à leur job le soir et tout, et on faisait des horaires. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Vraiment, j'ai jamais travaillé avec un aussi haut niveau d'exigence et autant que là-bas. Et en plus, il y en a, ils allaient être barman à côté, etc. et tout. Et c'est pas facile. Donc au bout d'un moment, quelle vie t'as envie d'avoir? Exactement. Après, je pense que c'est un mindset, tu vois. Ouais, c'est un mindset, mais pour moi, c'est un autre niveau je dirais, de contrat que tu fais avec la danse, tu vois. Ouais. Tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, tu peux gérer ça comme un peu comme une entité, tu vois, genre, et chacun fait son contrat avec la danse. Chacun le fait comme il veut, mais ça, pour moi, c'est un autre niveau de contrat. Parce que ça veut dire que tu restes dedans, tu vois. Mais du coup, est-ce que toi qui as quand même vu un peu aussi ce qui se passe aux States, ce qui se passe en France, que tu as beaucoup bossé en France, est-ce que tu trouves que du coup, un peu en France, on peut avoir tendance à se reposer sur ses lauriers, ses acquis, parce qu'il y a un régime qui nous met dans une zone de confort? Je sais pas. Alors, oui, mais du coup, à tous les niveaux. C'est-à-dire, on va dire, c'est parce qu'il y a l'intermittence que c'est OK à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau de la production, au niveau de tout. Du coup, c'est bon, on va faire, juste comme ça, ils vont avoir leur cachet, ils vont être intermittents, donc machin, etc. Donc ils vont pas être plus... Voilà, ils vont faire 40 cachets, donc on va pas leur faire des gros cachets. Voilà, du coup, voilà, machin. En fait, ça descend... l'exigence surtout parce que il y a des moyens, il y a toujours plus ou moins des moyens de sauver son argent, tu vois. Faut dire la vérité, alors que quand t'es dans un pays, c'est la réalité, quand t'es dans le pays du spectacle, du capitalisme pur et dur, où vraiment si tu perds tout, tu te retrouves à la rue, et genre vraiment où t'as vraiment des chutes, comme on dit, des downfalls, mais vraiment à en pleurer. Je t'assure que là c'est différent. C'est normal que ce soit différent. À la fois il y a un côté triste là-dedans aussi, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas de système parfait, mais ouais, après il n'y a pas que ça. Je pense que culturellement aussi on n'est pas dans le pays de la performance non plus. Tu vois, on n'est pas dans le pays on n'est pas dans un pays où on aime la performance de base, tu vois. On arrive à la saluer quand elle est là, mais de base on a du mal avec ça parce que c'est souvent des gens qu'on va qualifier d'arrogants ou d'autres, etc. En général, tu remarqueras, en France, on adore les Français qui partent aux States et qui reviennent. On adore ça. On adore ça. Ça, c'est notre petit classique. Hein. Quand le Français il est là ici, il se bat. Il se bat pour son artistique. On le calcule pas. Il va aux States. Il revient. Oh là là, quel artiste! Il est parti aux States. Que ce soit tout le monde. De Johnny Hallyday, en passant par Christine and the Queen, de tout le monde. J'ai envie de te dire, vraiment, c'est pas une blague. Hein. Et ouais, ils sont même sur plein d'artistes danseurs, tu vois. C'est triste à dire, mais... j'ai l'impression que culturellement on est comme ça, quoi, tu vois. Ouais, parce que le niveau d'exigence c'est pas le même. Ouais, alors que il pourrait, parce que ici il y a tellement de talent. Bien sûr, oui, alors attention pour ceux qui écoutent et qui on n'est pas en train de faire pas du tout espèce de diffamation sur en France. C'est juste qu'on compare et c'est important d'exposer les points de vue, d'autant plus quand tu sais que t'as été là-bas, tu vois, d'avoir ton point de vue, ton retour d'expérience. Mais il y a des très bons talents en France, par exemple les Émirats Arabes Unis, tout ce qui va être même Arabie Saoudite, adorent travailler avec les Français, parce qu'on a des très bons danseurs, même les Londoniens adorent travailler avec les Français, même les Américains
Américains d'entrer avec les Français. On est très bien vu au niveau mondial dans le milieu de la danse artistique. Donc non, il y a aussi de très bons talents en termes de freestyle. On est très bon aussi. C'est pour ça que quand j'ai dit, entre guillemets, se reposer sur les lauriers, je disais vraiment en termes d'industrie. Parce que vu que l'industrie est comme ça, comparée à une autre, on va se reposer sur nos lauriers. C'est-à-dire qu'en exemple, moi, j'ai toujours été choqué que, par exemple, en France, à Paris, on n'a pas... après, je comprends, parce que, on va dire, c'est la ville de l'art, du coup, il y a des théâtres partout, il y a des machins, mais on n'a pas de rue de théâtre, tu vois. On n'a pas. On n'a pas de... Tu vois, comme aux States, c'est pour les comédies musicales, on n'a pas de rue de théâtre. Cette rue de théâtre, on va dire, allez, c'est de Place de Clichy à Mogador. Il y a le Casino de Paris entre, et après... et les Folies Bergère. Voilà, et les Folies Bergère, en plus, c'est encore bas. Mais tu vois, on n'a pas de rue. Ça veut dire que, par exemple, quand je parle à des étrangers qui me disent si jamais j'ai envie d'aller voir un spectacle ce soir en mode let's go, voilà, je vais voir un spectacle, où est-ce que je vais? J'étais là en mode j'ai envie de te dire ça, mais j'ai pas envie de lui dire d'aller là. Il va voir le Casino de Paris, il va voir machin, puis il va aller à l'opéra, il va dire bon. Après, c'est ça aussi, c'est ça qui est cool dans la richesse de Paris, c'est que du coup t'as de la culture qui est partout. Tu vois, mais du coup elle est partout, mais pas toujours. Tu vois, c'est dans des petites périodes, tu vois. C'est dans des petites périodes. Du coup, en fait, il n'y a pas un circuit constant. C'est-à-dire que par exemple, vraiment, genre. Que ce soit à Londres, et je crois que même, je sais pas si en Espagne je suis pas sûr qu'en Espagne ils ont ça. Je crois, hein, je suis pas sûr. Bref. Qu'est-ce que t'entends par circuit par exemple, tu vas dans une rue, tu vas voir un spectacle. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a une rue. Ok, dans ce sens-là, oui, d'accord. Dans ce sens-là, tu vas voir. Tu sais que si tu vas dans cette rue-là, tu vas voir un spectacle. Okay. Tu vas dans cette rue-là, tu vas voir un spectacle. Donc, à Paris, si tu vas dans cette rue-là, tu sais pas si tu vas au bar ou voir un spectacle. Exactement, tu vois, vraiment. Genre, et ça, ce truc-là, tu vois, un genre de Broadway français, tu vois. Parce qu'il y a le talent pour, il y a l'espace pour, il y a eu beaucoup de révélations cette année, genre de spectacles, de talent. Et puis même, franchement, il y a trop de chorégraphes français que je trouve vraiment incroyables. Et je suis là en mode, mais ils sont où? Mais genre vraiment, tu vois. Et c'est vrai que ça peut être même pour des danseurs, il y a beaucoup de danseurs qui sont là à dire c'est embêtant parce que j'aimerais trop travailler pour telle personne, et je suis sûr qu'elle ferait quelque chose de très bien s'il y avait l'espace pour cette personne, mais il y a pas l'espace n'est pas forcément créé, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas forcément dans un pays de la performance, tu vois, et du divertissement pur et dur. Je pense qu'on y arrive doucement, mais on n'y est pas facilement, tu vois. Ça se développe. Mais je trouve qu'on a toujours 5-10 années d'écart avec les États-Unis. Et ça arrive, c'est chouette, tu vois, de voir aussi tous les moyens qui se développent autour de la danse, même sur les plateaux télé, tu vois que c'est plus les artistes et les danseurs derrière, c'est vraiment, il y a un univers, des fois t'es même amené à porter le chanteur en plateau télé, c'est ça qui est trop chouette, on est vraiment en train de mettre en avant la danse. Mais tu vois, par exemple, je trouve que dans le sens où, comme tu dis, c'est encore en retard, par exemple, mine de rien, moi après je dis pas, je pense que on est un pays qui garde encore beaucoup de mauvais clichés par rapport à la danse, tu vois, où genre c'est dur, je pense qu'aujourd'hui encore, c'est dur de savoir comment devenir danseur si t'es dans un endroit un peu perdu en France, parce que c'est pas assez mis en avant, tu vois. Tu te dis pas comme tu vois ce que je veux dire, genre aux États-Unis tu vas dire un jour j'irai sur Broadway, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ça veut dire que même en rêve t'as un endroit, et t'as un endroit riche, tu vois. T'as un endroit riche de différents trucs où par exemple où tu vas pas forcément tu peux rêver d'artistique, de danse quand t'es jeune en France, etc. Et je me dis peut-être à part l'Opéra de Paris, ou genre en tout cas de ma génération, les battles juste debout, etc. et tout, ou peut-être de loin là tu vas directement aux States en fait après. Arrête, tu dis de quoi je rêve ici, c'est ça en fait ma vraie question, c'est de quoi je rêve ici, comment mettre les paillettes dans les yeux des plus jeunes pour que ce soit un circuit qui roule tout seul, tu vois. Et en plus, c'est des endroits, je trouve, en plus, qui sont, comme je t'ai dit, très variés. Par exemple, tu vas trouver des comédies musicales drôles, genre vraiment très, très drôles. Il y a des comédies musicales tristes, des sujets, c'est tellement varié. Alors qu'ici, en général,
toujours les comédies musicales dramatiques. Du coup, les gens disent, oh, tu vas voir une comédie musicale. Tu vois, en plus, c'est con. T'as tous les sketchs de Gad Elmaleh. En fait, tu vois, en regardant les humoristes, c'est marrant parce qu'ils disent en rigolant ce que tout le monde pense. Et c'est réellement, les gens pensent encore que les comédies musicales, c'est les trucs de Gad Elmaleh, tu vois. C'est dingue, alors que c'est pas vrai du tout. Non, en fait. C'est pas vrai du tout. Et enfin, j'en parle comme si j'étais un grand. J'adore ça, mais je suis pas le plus calé dedans. Tu vois, il y a des gens vraiment qui vivent comédie musicale, c'est vraiment leur truc et tout. Et ils dire, mais non, il y a tellement de choses différentes. Donc c'est la variété aussi qui manque, je trouve. C'est la réelle variété. Après, je trouve qu'en France, il y a quand même tu vois, il y a de la variété entre les pièces de théâtre, entre comédie musicale, les compagnies qui sont jazz, contempo, hip-hop, tout ce qui va être aussi plateau télé, l'événementiel aussi pas mal. Il y a quand même une certaine richesse. Après, je pense que c'est avec soi et soi-même aussi où est-ce qu'on veut aller en tant que danseur, tu vois. C'est sûr que si t'as des objectifs, des rêves et que tu trouves pas, tu te dis mince, j'ai pas ce que je recherche ici, bon, tu te diras que peut-être c'est pas assez varié pour toi. Mais je trouve qu'après, c'est aussi important d'aller voir ailleurs, à l'étranger aussi, ce qui se passe pour aller se nourrir. Et il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi des stages, des camps à droite à gauche. En fait, je suis d'accord avec ça. En fait, c'est varié dans le travail, mais je trouve que ça peut être peu varié dans le contenu. Tu vois, et c'est là où je trouve que malheureusement sur pas mal d'aspects on ose moins, tu vois. C'est pas pour rien que depuis un certain moment même comme beaucoup de personnes regardent ce qui est télévisé, etc., tout le monde, ah, tout se ressemble, ah, tout machin, etc. C'est quelque chose du moins, moi, c'est quelque chose que j'entends de manière récurrente. C'est parce que je trouve que, malheureusement, on est dans un système où on n'ose pas énormément parce qu'on est... On dit souvent que oui, en France, les gens, ils aiment ce qu'ils connaissent, machin, tu vois. Et c'est pas faux, hein. Tu vois, là, j'étends même sur l'artistique en totalité. C'est pour ça qu'on est dans un pays où les gens aiment beaucoup les reprises. On est dans un pays où les gens aiment beaucoup leurs anciens chanteurs. Du coup, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des albums de reprises, tu vois, mais de nouveaux artistes. Une des comédies musicales qui fonctionne le plus... qui a le plus fonctionné, c'est une comédie musicale qui est quand même très ancienne, mais même si elle est incroyable, c'est Notre-Dame de Paris. Et cette année, si on fait le topo des dernières années, on n'a fait que reprendre en termes de grands spectacles. Là, je parle vraiment de grands spectacles, le mainstream. On n'a fait que reprendre en majorité des anciens trucs. Tu vois, en fait, c'est que c'est même plus... Moi, ça me fait rire que c'est même plus à prouver. C'est même plus à prouver. Et c'est de l'énergie de sortir un spectacle. Ça veut dire que tu as mis toute l'énergie pour sortir un spectacle plutôt que partir dans quelque chose, tu vas innover dans la création. C'est parce que soit ils ont peur, soit ils n'y croient plus, ou soit parce que pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne encore ici. Après, il faut aussi faire en fonction de ton public. C'est sûr que si tu lances un projet et que ton public il est pas là, tu sais, derrière, il y a des coûts financiers aussi. Quoi. C'est pour ça que je blâme pas, tu vois, mais je pense que je suis pour qu'on accepte que ce soit un fait et que même si c'est courant, on laisse aussi une petite place... une place à la nouveauté. On sait que, ok, on aime ça, c'est comme ça ici, mais venons, on n'y reste pas, on garde ça pour ceux qui aiment ça, mais on laisse un espace où on va continuellement mettre en avant quelque chose de nouveau, tu vois. On parle, tu vois, d'univers très variés quand même. Toi, tu as aussi dansé pour des compagnies, pour tout ce qui va être... plateau télé, événementiel, etc. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans le fait de jongler entre ces univers qui sont très différents ? Tu vois, t'as dansé pour Mourad Merzouki, Chris Marquez, même des défilés. Le truc, c'est que... Après je... Ouais. Ça nourrit ton côté artistique d'aller dans divers... Grave. En fait, je pense que ça nourrit mon côté artistique, et puis... faut dire aussi la vérité. Je pense qu'il y a aussi un énorme côté aussi rencontre. Je pense que tout le monde aime les débuts de contrat. Tout le monde aime les débuts. Tu rencontres de nouvelles personnes, un nouveau chorégraphe qui va t'apprendre de nouvelles choses. Et en fait, je trouve que tu as toujours moyen d'apprendre, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais il n'y a pas un moment où tu te fais chier ?» Machin, qui dit non, des fois tu tombes sur un nouveau chorégraphe ou une nouvelle manière, ou quelqu'un qui t'apporte une nouvelle manière de penser, où il y a un nouvel agrès, un nouveau truc. Et juste... t'apprends de nouvelles choses, tu vois. T'acceptes de te caler sur un créneau où t'es moins fort, t'es moins bon,
et du coup tu vas réapprendre, tu vois. Mm. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que j'ai été heureux du fait de me dire que je peux faire quelque chose avec la danse. Du coup, à chaque fois que je peux apprendre quelque chose de nouveau, de me mettre dans une situation que je connais pas, ben ça me fait plaisir parce que je sais que je vais pouvoir Développer d'autres choses. ouais, développer d'autres choses ou même tout simplement voir autre chose parce que la danse ça m'a emmené dans des endroits que je pensais ne jamais réellement voir de mes propres yeux de toute ma vie. Donc il y a ça aussi. Et je trouve ça alors que de base, je rêvais d'être danseur pour une seule et même compagnie, voire toute ma vie, tu vois. Et au final, c'est pour ça que je me suis dit, des fois, tu vas pas dans certains endroits pour t'ouvrir d'autres portes. Et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Parce que c'est trop agréable, tu vois, Ouais. tu fais trop de trucs. Ça nourrit aussi en tant qu'humain, je trouve. Bah oui. Et puis ça nourrit ton art parce que Ouais. tu travailles avec des gens qui ont une vision de la scène que t'as jamais vue, des trucs. Par exemple, je suis dégoûté d'avoir oublié son Léon. Il s'appelait Léon, je suis désolé, je m'excuse auprès de lui parce que j'ai oublié son nom de famille, mais c'était un chorégraphe incroyable que j'ai rencontré sur le défilé de Kenzo et j'ai vécu, alors que je pensais que ça allait être un truc, on m'avait dit ouais les défilés machin c'est pas ouf, alors qu'on a bossé un truc qui était pas dans de la grande danse et tout, mais genre lui sa manière de bouger, ce qu'il nous a appris cette semaine, mais je l'ai pris comme un stage. Ouais. Je l'ai pris comme un stage, c'était fou. C'était trop bien Et puis genre j'avais jamais dansé à Bercy, donc tu rentres dans un espace, qu'est-ce que ça fait de danser là, qu'est-ce que tu dois projeter quand tu danses dans cet espace là, puis même en termes de scène de trucs techniques, tu vois quelque chose de différent. Genre on était si tu veux, il y avait la moitié de Bercy qui était réservé. Au cœur, il y avait genre une énorme scène vers le public. C'était Solange qui chantait, la sœur de Beyoncé, la Solange Knowles. Et en gros, nous, on était séparés par un genre de tulle en soie. Mais imagine genre un tulle en soie gigantesque qui bloque la moitié de Bercy comme ça. Et genre, je sais pas, à un moment donné, qui tombait, la musique. En fait, il y avait une technique trop spécifique. En fait, juste ça, tu regardes ça. Et tu te dis, ah ouais... Dans le monde de la mode, Ah ouais. franchement, il y a plein de choses qui se Bah développent. ouais. Il y a de plus en plus de danseurs Bah ouais. aussi, d'artistes. Bah ouais. C'est trop Et bien. puis tu dis ça peut fonctionner. Ah, on peut Ouais, faire ça. ouais. Ah, si on cale les trucs comme ça peut fonctionner. Ah, mais visuellement. Et puis tu te dis, ah ouais. Ah, du coup, tu peux. Du coup, il y a tant de gens qui travaillent sur ça comme ça. Et puis même, j'ai toujours aimé la mode, je trouve ça stylé, mais c'est pas quelque chose. Que je forcément regardais tous les jours et tout. Et du coup, je trouve que c'est stylé aussi, même de. Tu sais, t'acceptes de te mettre aussi dans un personnage pendant une journée, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est cool. Ça permet aussi des fois, en fait, d'assouvir des envies, des trucs de ta propre vie dans des espaces auxquels le reste de l'année T'as pas accès? t'as pas accès, Ouais. ou tu t'en fous un peu. Tu vois, peut-être que je porterai certainement jamais 2 fois des trucs que j'ai portés là-bas. Ouais. Mais j'étais content de le vivre pendant ce temps-là, tu vois. C'était grave cool. C'est trop bien, ça nourrit. Ouais, de fou. Et après plusieurs années là, tu vois, de scène, même si tu y es encore, comment est-ce que tu prends soin de ton corps aujourd'hui, soin de ta santé mentale aussi? J'ai cru que t'allais t'étouffer avec la question. Est-ce que ton rapport au mouvement, il a évolué avec le temps? Est-ce que ton rapport au métier, il a évolué avec le temps aussi? Je pense que oui, quand on arrive dans un métier, Ouais, on bien idéalise sûr. les choses, c'est tout ce qu'on disait depuis le Bien début. sûr. Et après, tu te rends compte aussi qu'il y a des choses qui sont peut-être que tu n'as plus envie de faire parce que tu as testé, Ouais. et ça t'a assez nourri, ou des choses qui ne sont plus alignées avec tes valeurs. Ouais. Mais aussi comment, du coup, dans tout ça, on arrive aussi à prendre soin de soi dans sa santé Ouais. physique et mentale. Ben, je pense que ça c'est pas forcément les bons trucs à dire, mais personnellement, je dis tant que je peux danser comme j'ai envie de danser avec les capacités que je sais que j'ai, c'est bon, Ok. tu vois. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, il faut se sonder constamment. Avant, j'étais dans quelque chose où il faut garder un certain rythme tout le temps et ta base, c'est ça. Mais le problème, c'est que ta base, elle change énormément. Et je pense qu'avec le temps, même émotionnellement, tu changes beaucoup. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas vécu les deux, trois meilleures années dernièrement et tout. Et que j'avais pas
j'avais pas forcément la mentalité à aller faire du gros workout ou quoi aux caisses. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont s'efforcer d'aller dedans, tu vois, mais c'est aussi peut-être aussi des fois les mêmes personnes qui me disent, ben, je fais ça pour effacer le côté que je me sens mal de l'intérieur, et c'est la seule manière dont je sais c'est la seule manière que je connais pour fonctionner, tu vois. Mais en tout cas, moi, je sais que personnellement, j'ai plus du tout envie de fonctionner comme ça. Je pense que c'est vraiment un alliage des deux. Évidemment, il faut rester compétent. Il faut rester compétent. Il faut toujours essayer de retrouver, comme on dit, ou de maintenir son poids de forme par rapport aussi aux exigences que tu as envie d'avoir, et c'est aussi ceux que tu as envie d'avoir. Il faut être aligné en fait avec ce que tu as envie de faire et d'avoir. Si jamais tu as envie de travailler pour quelqu'un, tu sais qu'il va falloir avoir tes lignes, tes tours, tes écarts, etc. et tout, ben, il faut te présenter prêt pour ça, tu vois. Du coup, ben, tu vas travailler en fonction. Par contre, si jamais tu es dans un truc beaucoup plus chill, où tu as envie d'être beaucoup plus à l'écoute de ton corps hors de la danse, c'est-à-dire de ton corps de la vie, et de partir de là pour lier les deux, bah là c'est une démarche différente. Mais je trouve que c'est important d'avoir la conscience des deux, qu'il y a le corps de la vie et il y a le corps de la danse. Je crois honnêtement c'est le Covid qui m'a fait c'est un peu cliché de dire ça, mais genre je pense que vraiment, je crois, les premières semaines du Covid, mais j'étais en full work tous les jours machin, et je te jure, j'étais entre deux pompes, et j'ai dit mais pourquoi je fais ça? Je me dis mais pourquoi je fais ça? Je dis pourquoi je fais ça? Ce jour je me suis dit ça. Je te jure, j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté d'un coup. J'allais prendre ma douche, je me suis mis sur le canapé, hop, j'ai mis série, clac, boum, j'ai allumé l'ordi, et fait des gens en même temps, j'étais là en mode ah là 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 là. Ah non, ah oui, j'ai craqué mon slip. Mais non, mais c'est parce que je me suis dit vraiment, si je faisais pas de la danse, genre j'aurais jamais fait ça, et je chercherais pas à avoir ce corps-là ou cet aspect-là, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne va pas avec... Enfin... ouais. Ça ne m'intéresse pas. Après, il n'y a pas que... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a pas que l'aspect esthétique. Tu vois, quand on parle de se prendre soin de soi aussi, de son corps, c'est l'aspect intérieur, tu vois. Oui. Prendre soin de tes articulations, prendre soin de ton ménisque, par exemple, tu vois, de pas faire des trucs... C'est pour ça que je dis qu'il faut être à l'écoute, et ce qui est sympa, c'est de faire justement, pour moi, un jeu entre le corps de la danse et le corps de la vie. C'est-à-dire qu'avec toutes les connaissances du corps de la danse qui peuvent aider au corps de la vie, tu vois, et avec tout aussi le laisser aller, des fois, du corps de la vie, qui peut te permettre de aussi des fois te dire ok, là j'ai pas besoin de sur-workout, peut-être que mon corps en fait là il a besoin de repos, tu vois, peut-être que mon esprit, mon corps, peut-être que tout ça a besoin de repos avant de repartir, ce qu'on se dit malheureusement pas assez souvent, et peut-être des fois t'es un peu trop tu te reposes un peu trop sur tes acquis, et l'intelligence du corps de la danse va dire ah ok, bah non en fait stretch ou workout ou renforcement ou ostéo ou kiné ou quoi que ce soit, parce que je trouve justement qu'il y a toujours de l'intérêt chez l'un et chez l'autre, et qu'au final du moins au fur et à mesure du temps ben les deux se complètent. Genre, je veux dire on va dire le corps et le bien-être de la vie et le corps et le bien-être de la danse, et je trouve que c'est important d'avoir un équilibre, quoi, pour bien vivre, du moins pour moi, entre les deux et sa vie de la danse, quoi. Complètement. Et je reviens sur le fait que, tu sais, pendant Covid, tu te disais, mais entre deux pompes, qu'est-ce que je fous, pourquoi je suis en train de faire ça alors qu'il se passe rien? Et est-ce que t'as vécu à ce moment-là, ou même après, ou même pendant toute ta carrière, des moments de doute, voire des envies où voire des moments où t'as eu envie d'arrêter? Est-ce que t'as senti qu'il y avait une remontée? Qu'est-ce qui t'a remis debout Ben, honnêtement, ouais, je dirais même dernièrement. Et c'est même je trouve que c'est dur de plus en plus d'en parler. Enfin, non, pas du tout. C'est de moins en moins dur d'en parler, pardon, justement. Mais que oui, qu'il y a un tabou énorme au sujet de la dépression chez les danseurs. Moi, ce serait complètement mentir de dire que ça m'a pas touché. Il y a beaucoup de danseurs avec qui j'ai parlé que ça a touché. Parce que au bout d'un moment, des fois, avec la dose de choses, on oublie que des fois
tu rencontres beaucoup de gens, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se passent. Puis tu te demandes, tu peux arriver à un point où tu te demandes aussi où tu vas. Et tu peux être aussi, des fois déçu par l'endroit où des gens que tu peux rencontrer, par aussi des trucs de la vie. En fait, il y a un moment donné où tu peux vraiment entrer dans quelque chose où soit t'es surmené, ou soit justement tu vis un gros vide. Il y a des danseurs qui ont dit après leur première grosse tournée, le premier machin et tout, il y en a qui ont l'impression que genre leur dose de bonheur a été grillée et qu'ils savent plus comment la retrouver, qui ont du mal avec le fait de dire qu'ils vont plus jamais revivre la même effervescence qu'un nouveau contrat ou quelque chose du genre. En tout cas, personnellement, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Dans un premier temps, je pense que tout le monde le dit et c'est une réalité, c'est qu'il faut se faire aider. Je pense que ce soit par des amis et surtout par un professionnel, parce que c'est souvent des choses qu'on sous-estime. Et ça, par contre, ça c'est aussi très 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 moi, hein, et c'est pas forcément un conseil, mais moi je sais que genre j'ai besoin de comprendre par quoi je passe. C'est-à-dire que, en tout cas, moi ça a été vraiment une césure très forte. Parce que surtout, je suis quelqu'un qui est toujours en mode hey, 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 tu vois. Et genre, voilà. On commence à croire que les gens solaires, ils ont pas de problème. Exactement. Et tout d'un coup, t'as juste t'as plus envie de bouffer, genre. Tout est fade. T'écoutes plus de musique. Moi qui avais toujours j'ai même pas envie d'écouter de son, genre, t'as plus envie de danser, genre, tu trouves, ça n'a plus aucun intérêt, en fait. Genre, ça avait vraiment, genre, c'était vraiment arrivé, genre, au niveau moins, je sais pas combien en termes d'intérêt, quoi, la danse, parce que ça me procurait plus aucun plaisir, ou surtout parce que je pense que mes envies c'était pas au bon endroit et que moi j'étais pas aussi aligné avec moi-même, et que ça arrive des fois, tu demandes pourquoi je fais ça, tu vois, vraiment, et c'est normal, c'est pas grave. Et je pense que au milieu de tout ça, ça a été, il y a beaucoup d'autres danseurs. J'ai la chance d'avoir eu quand même de très très bonnes connexions avec des danseurs avec qui j'ai pu beaucoup en parler, parce qu'évidemment tu peux aussi en parler à tes proches, mais il y aura toujours un aspect qu'ils comprendront pas, parce que la vie de danseur c'est quand même une vie particulière. Et je serai toujours reconnaissant, et je pense qu'il y a certains danseurs, ils se reconnaîtront, des danseurs qui m'ont vu, avec qui j'ai bossé, et qui ont capté, tu vois, qui se sont dit en fait là là ça va pas, genre là je sais que ça va pas, mais genre lâche pas, essaye de faire un effort et tout machin et tout. Et après aussi majoritairement j'ai aussi mes meilleurs amis qui sont aussi des amis très proches qui sont dans la danse aussi, qui lâchent pas, tu vois, tant que toi t'es résigné à un moment donné juste de sortir et de retrouver la passion, parce que tu sais qu'au bout d'un moment t'as quand même envie d'en sortir, et je souhaite à tout le monde de trouver, parce que des fois tu trouves pas cette envie, de trouver cette envie de s'en sortir et tout. Il y a des personnes qui ont été là, autant pour me dire là fais gaffe, c'est mauvais, et autant pour te dire fonce, genre tu peux aller mieux et tout, et réellement aussi te tendre la main en te disant tiens, viens à tel endroit, fais ci, ou viens à tel job, fais tel endroit où genre je te ça, parce que ça va être un espace où tu vas pouvoir te retrouver, où tu vas pouvoir bien te sentir. Tu vois c'est con, mais par exemple le battle qui a fait le battle le Cakewalk battle jazz là, ouais, et ça faisait, alors que j'adore ça, je crois que ça faisait honnêtement 3 mois que j'avais pas vraiment dansé, genre que j'avais pas vraiment dansé en mode vas-y freestyle, tiens je m'envoie, tu vois, genre vraiment, ou genre juste je danse, genre je calcule rien, genre juste je kiffe, genre c'est beaucoup, genre c'est grave, mais à la fois quand c'est arrivé, quand ça arrive, ça arrive à maturité, tu vois. C'est-à-dire que je pense que une fois que ça s'est fini, j'ai jamais été aussi en accord de pourquoi je danse, tu vois, et où je mets les pieds, tu vois. J'ai jamais été je pense autant genre conscient de pourquoi je faisais ce métier, et c'est là aussi où c'est agréable. Donc pour ma part, ça a été j'ai dû passer dedans, mais quand même en essayant j'essaie toujours de garder au maximum on va dire les œillères, parce que j'avais pas envie d'être
hors de ma vie de la danse et hors de mes proches, etc. Tu vois, parce que j'avais envie de... surtout d'avancer, quoi. Simplement. Et comment on fait justement pour toi pour avancer, pour durer dans le métier, qu'est-ce qui te permet justement de rester en mouvement, en scène, en création? Est-ce que ça a été ces moments un peu de césure où justement tu t'es dit je m'écoute moi et ma santé perso? En fait, les moments de césure, en fait, je pense dans un premier temps, on se rend compte que la danse, c'est pas ça il y a, je sais plus qui dit ça, un collègue moi qui dit, déjà, c'est que de la danse qu'on fait. J'insiste, c'est que de la danse. Et se rend compte que notre vie, ce n'est pas la danse. Il y a une vie à côté. On ne travaille pas pour juste payer son loyer et s'embrouiller par rapport au cachet. On travaille aussi pour se faire plaisir. C'est-à-dire que l'argent que tu rentres, tu y rentres aussi pour aller te faire un week-end d'ici et là, même si c'est tout seul, pour te faire des propres cadeaux, pour pas seulement aussi pour pour montrer que je fais de l'argent ou pour rendre fier la famille ou pour etc. Non, c'est aussi pour toi de base, pour aller t'acheter avoir de quoi t'acheter ton pot de glace à Gendaz et t'envoyer avec parce que tu le peux grâce à ton taf qui est génial, qui est même pas ton taf d'ailleurs parce que t'adores y aller et c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois, et avoir aussi l'espace on est des troubadours. Non mais c'est ça en vrai, tu vois ce que je veux dire, on en rigole mais sinon sinon allons à la défense dès demain hein. C'est vraiment, sinon allons à la défense. Si le but c'est pareil, d'avoir la même vie que Pierrick, hein, pardon Pierrick, il s'est pas existé, mais avoir la même vie que Pierrick et pas vivre notre vie de troubadour bohème là qu'on aime bien. Non mais vraiment, au bout d'un moment, même si au milieu de tout ça, oui voilà, voilà, faut quand même payer ses factures. Je trouve que c'est important, quoi. C'est important de garder ça au cœur de sa vie pour pouvoir justement en profiter à chaque fois. En fait, de pouvoir en profiter à chaque fois de la chance qu'on a. Et on peut seulement en profiter en prenant des fois un peu de recul, en prenant des temps de pause et aussi en se récompensant. Exactement. Tu vois, je trouve que c'est important. Du coup, alors Agendas pardon, ne sponsorise pas cette vidéo. Non, mais, ouais. mais si elle souhaite nous récompenser, mais si elle souhaite nous récompenser, on dit ça, on dit rien. Voilà. Pardon, on est parti complètement en cacahuète. Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait danser? Quelle est ta source actuelle d'inspiration dans le mouvement? Ouais. Est-ce que c'est justement ce qui te fait danser, c'est peut-être juste ces moments de pause avec toi-même, ces moments d'introspection ou de faire autre chose que de la danse? Est-ce que c'est en vrai je dirais c'est de faire autre chose que de la danse parce que en fait ça renourrit ma créativité. Je pense que j'ai eu un moment donné où pour être quelqu'un qui a très souvent le cerveau qui va à 2000 tu vois, toi aussi. En fait, je pense qu'on est beaucoup d'artistes. Tu vois, je pense tout d'un coup ne plus avoir d'image, ne plus avoir de trucs, genre c'est perturbant pour l'esprit et du coup le fait de faire autre chose, des fois de renouer avec de la musique, de simplement passer aussi des temps avec de jouer à la console avec mon meilleur pote, tu vois. C'est con, hein, mais tu vois, quand pendant toutes ces années où j'allais bosser, où j'étais dans ma déterre de la danse et tout, il y a des gens que j'ai mis de côté, tu vois. Il y a des gens que j'ai mis de côté. J'étais pour moi, c'était normal d'être au travail au lieu d'assister au mariage de mon meilleur ami, tu vois. C'était normal, alors que c'est pas normal, tu vois. Ces trucs sont pas normaux. Donc, c'est des temps que je prends, tu vois, vrai pour mes amis, pour ma famille, etc. Tu vois, des temps de construire ou au fait juste en fait d'être là ou d'être potentiellement disponible si jamais, tu vois, et de pas forcément mettre la danse sur ce truc là, tu vois, et surtout voilà, c'est des événements qui me nourrissent de fou, qui me donnent encore plus envie d'y aller, et en plus de maintenant vraiment je sais pas d'où, mais ouais, je trouve aussi un truc de me challenger parce que je me rends compte que j'ai encore beaucoup de rencontres à faire. Bien sûr. J'ai encore beaucoup de rencontres à faire dans la danse et tout, et que j'ai hâte de faire pour me challenger là, tu vois. J'ai encore envie d'apprendre de nouveaux trucs parce que je pense que vraiment ce truc c'est pour ça que j'ai toujours aimé avoir des tafs différents, tu vois.
Et je pense que là, j'ai encore envie de ça. Yes. En parlant de taf différents, t'as participé du coup à une émission qui est très connue, qui s'appelle Danse avec les stars. Ouais. Comment... Alors j'ai beaucoup de questions sur ça. Ouais. Comment t'as intégré l'émission déjà? Via un casting. Ouais. Franchement, via un casting, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'était un casting privé. Ok. C'est un long casting. Ouais, vas-y. C'est pour les personnes qui écoutent et qui sont pas Mais danseurs. en fait, je sais pas si je peux dire exactement ok. comment Bon, ça. bah, Je stop. sais pas si je veux dire exactement comment ça se passe. Non, mais- Pas à cause du truc, mais parce que ça serait dévoiler les secrets de. Non, la on va pas dévoiler la les personne secrets de qui Danse avec fait les le stars. casting. Mais Mais globalement, par exemple, un casting en règle générale, oui, toi, quand tu dis un casting semi-privé, c'est que la Ouais. personne, elle a peut-être été te chercher sur les réseaux sociaux en fait, ou t'as envoyé. en fait, j'ai, ça a été une proposition. En fait, on m'a proposé de passer le casting. Mhm. C'est comme ça, on m'a proposé de passer le casting. Du coup, je pense que j'ai compris très vite. Je pense qu'au bout d'un moment, tu comprends que je faisais partie de, voilà, que on est plusieurs, et du coup, régulièrement d'envoyer soit des photos, soit des vidéos, pour voilà, pour se montrer et pour voir si ils pensent qu'on peut fit avec le programme. Mhm. Et du coup, ouais, c'est assez long, du coup, parce que t'as beaucoup d'attentes, des fois d'attentes de juste d'un oui ou d'un non, ou de est-ce qu'on passe à l'étape suivante, ou est-ce que tu passes certaines étapes, sachant qu'il y avait aussi en plus le fait que moi je devais vraiment améliorer mon niveau en danse de salon aussi, tu vois, pour ça. Du coup, j'avais aussi un peu plus le stress parce que je taffais sur ça, tu vois, de manière aussi en même temps, tu vois. Et voilà. Yes. Voilà. pour globalement Ouais, vulgariser un peu les voilà. castings, c'est ça. Ouais. C'est que soit parfois ça se fait par des castings ouverts où Voilà, t'envoies ta exactement. candidature. T'es appelé ou pas, ou parfois il n'y a même pas besoin d'envoyer la candidature, il faut aller directement le jour J, Oui. et donc voilà, il y a énormément de personnes très souvent. Ou alors des fois c'est des castings privés, Ouais. ou parfois il n'y a même pas de casting, Des fois, c'est il y a juste pas du de casting. réseautage. Mais voilà, un casting globalement c'est de savoir vendre son image, Se de présenter, se présenter, vendre sa danse, savoir, comment dire, refaire la chorégraphie qu'on vient de Exactement, t'apprendre très en un souvent. temps limité. Exact. On n'a pas toute une journée pour apprendre. C'est ça aussi qu'ils veulent voir en casting, c'est ta capacité de mémorisation, ta rapidité d'apprentissage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Montrer aussi toi ce que tu pourrais apporter en tant qu'artiste humain, ton identité, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que tu peux apporter, je sais pas, au spectacle, au chorégraphe, à l'événement, peu importe. Donc globalement un casting c'est ça, et comme ça, voilà, Très bien. on n'a pas trop dévoilé. Oui, très bien. Et donc comment, parce que du coup t'as été pris, Ouais. comment on vit une aventure qui est médiatisée, parce que même si on est, nous les danseurs aujourd'hui, beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on gère notre image, je pense qu'on s'attend peut-être pas à devenir aussi médiatisé rapidement. Et est-ce qu'on est prêt finalement, est-ce que toi t'étais prêt à l'impact que ça pouvait avoir sur toi à l'instant T et plus tard? Honnêtement, je pense qu'il y a personne qui n'est prêt. Même une personne qui serait avide de ça, de vouloir être connue avant tout, pour moi, il n'y a personne qui est prêt. Parce que je pense que de un, t'imagines, tu sous-estimes à la fois la dose de stress que ça peut être, c'est sûr, et tu sous-estimes aussi le nombre de personnes, réellement le nombre de personnes devant qui tu vas quand même te montrer de manière quotidienne, quoi, tu vois. Et aussi le fait que tu te mets sur une place publique où tu permets aux gens d'avoir un avis sur ce que tu fais. Et surtout, quand c'est dans ces sphères-là et dans cet endroit-là, cet avis-là, il est figé. Et c'est ça qui fait crainte et dont on se rend pas compte avant d'y être, tu vois. Parce qu'on a l'impression que, parce qu'il y aura tout, comment dire, les gens te verront toujours via le prisme de l'écran, quoi, tu vois. Donc ce qu'ils vont voir, ils vont penser que c'est toi. Et tu sais pas exactement ce qu'ils vont voir. Tu le sais pas. Toi, t'es à l'intérieur de ça. Et ce truc-là, cette distance, ce côté-là complexe de la télé, pour moi, tu comprends pas avant de l'avoir fait. Ça a changé des choses dans ta manière de te percevoir et dans la perception des autres?
Aussi ou pas? Ce serait mentir de dire non, parce que déjà, dans un premier temps, bah, tu passes des mois à sourire. Tu passes des mois avec ce visage-là. En mode, tu vois, constamment, t'es comme ça, parce que tu sais pas quand y a des caméras à gauche, à droite, en haut, sur le côté, il y a des micros partout. Du coup, tu passes des mois à faire attention à ce que tu dis et à garder un sourire de manière constante, genre tout le temps, parce que ben, c'est un espace d'image, tu vois, faut dire la réalité. Le milieu de la télévision et tout, c'est un espace d'image et tout, et c'est un espace aussi dans lequel, du moins en tant que danseur, surtout en tant que nouveau danseur, t'es seul. Tu vois, donc il faut aussi que tu fasses attention à ce que tu fais, tu vois. Et surtout, je connaissais aussi des gens qui étaient sur l'émission aussi, donc t'as aussi envie complètement de bien te comporter. Et le truc, c'est que du coup, ça te met un microcosmos qui est encore très 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 différent de celui de la danse et qui est encore très très différent de celui de la vie tout court, tu vois. Bien sûr. Et après, moi, je rebondis sur le fait de garder le sourire et tout. Ouais. C'est pas une forme d'hypocrisie ou du fake, c'est Ouais. juste que dès lors que effectivement tu fais un peu la tête tout de suite, Voilà. tu sais pas ce que Exactement. tu sais pas surtout ce que les gens derrière vont dire sur toi, parce que Exactement. comme ce que tu disais, ils ont que eux le prisme de l'écran. Ah oui, oui. Et en fait, ça va peut-être à ce moment-là te renvoyer une mauvaise image, Ah oui, alors oui. que juste Non, mais tu fais la tête 2 secondes, t'as un clic, on te dit oui, Oui. il est blasé de sa danseuse. alors que t'es peut-être pas blasé, peut-être juste en train d'écouter ce qu'une personne te dit. Tu vois. Et Exactement. voilà, c'est vrai qu'après t'as aussi les critiques et le regard Ouais. extérieur Et surtout que c'était aussi touchy parce que bah j'ai été avec Lola Dubini, qui est devenue une partie intégrante de ma vie, genre vraiment genre on s'est tellement connecté et vraiment franchement rien que pour ça, enfin genre c'est vraiment stratosphérique, genre c'est vraiment devenu une amie de la vie, quoi, tout simplement, qui était très sujet aux critiques, tu vois. Et moi ça m'a ça par contre ça je me dis c'est chaud, c'est très chaud. En fait on se rend pas compte que même sur je sais plus, à l'époque elle était, je sais pas, à 500 000 personnes sur Instagram. Tu te rends compte, sur 500 000 personnes, recevoir ne serait-ce que 1000 messages dont t'insultes par jour. Ouais. Ne serait-ce que 1000, hein. Ne serait-ce que 1000. Et encore, je vois le truc à la baisse. Genre, quand je te dis je vois, c'est-à-dire qu'elle arrivait le matin, elle montrait son téléphone et tout. J'étais là, t'as envie de péter un câble. Bah, les gens ne se rendent pas compte que Les gens se rendent pas derrière compte. il y a un humain et que Ouais. que c'est pas juste un écran qui sépare. Il y a des personnes qui se permettent des choses, mais je pense qu'ils ont peut-être pas cette intelligence émotionnelle de dire mais qu'est-ce que ça me ferait moi si on m'envoyait ce genre de message. Bien sûr. Et du coup, ouais, évidemment, ça change ta perception. Ça change ta perception. Et puis même aussi, tu te dis que oui, il existe aussi une sphère où c'est pas la danse qui prime. Tu vois. Et c'est pas du tout une critique, hein. C'est que c'est la réalité, c'est un concours télévisé. Tout comme The Voice, tout comme c'est un concours télévisé. En fait, et je pense que j'ai compris en y étant, c'est que en fait c'est la production, c'est un Monopoly. Nous, on est les pions, et les stars, c'est les joueurs, tu vois. Sans le côté négatif du mot pion, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait partie du jeu, et c'est ça que même les personnes qui regardent ont du mal à comprendre. C'est que c'est les célébrités qui jouent. C'est les célébrités qui jouent, etc. Et que c'est un jeu, avant tout. C'est pas... évidemment, c'est un endroit où il va y avoir de belles choses, de choses intenses, parce que la danse, c'est beau, parce que la danse, ça permet ça. La danse, c'est le vecteur, c'est ce qui permet de créer des moments d'émotion, des moments, etc. et tout. Mais avant tout, c'est un concours. Et c'est un concours qui va pas être genre basé de manière pure et dure sur la danse. Et c'est une réalité parce que les gens vont s'attacher au personnage, les gens vont s'attacher au duo, les gens vont s'attacher à l'humain. Et on sait que c'est très souvent ça qui prime dans une émission de télécrochet, dans un télécrochet. Bien sûr, même parce qu'il faut le dire, tu vois, que les gens ont du mal à dire le terme et tout, mais c'est de la télé-réalité / télécrochet, tu vois. Ça en est, et c'est ok. Mais c'est normal que là voilà, on parle d'industrie, c'est normal que l'industrie de la télé vend ça comme si ça n'en était pas, hein. C'est comme ça, les choses sont comme ça. C'est juste que je pense que tu le sais pas réellement et tu
et tu fantasmes toujours avant d'y être, quoi, tu vois, d'être dans certains espaces. Bien sûr. Après, c'est chouette parce que ça met vraiment. C'est quand même une des premières émissions qui a mis la danse à l'honneur, tu vois. Et qui a rendu visible la danse à la télé. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, ça met en valeur plein de types de danse. En plus, avec les années, ça a évolué. Ouais, le contemporain qui est arrivé. Ouais. Après, il y a eu des formes un peu plus hybrides avec des musiques commerciales et tout. Et ça, c'est trop chouette parce que ça rend honneur et hommage, je trouve, à la danse, quoi. Et ça nous visibilise encore plus. Et. Donc ça, c'est un point franchement, positif. Mais de fou, ça c'est un truc, tu vois, qu'on peut pas nier et qu'on peut pas enlever, c'est que l'émission a vraiment permis ça. Moi-même, le premier, avant, je regardais les premières émissions. Et c'est marrant, hein, parce que j'ai même j'ai trouvé un message de moi, genre sur Messenger, je sais plus à qui j'écrivais, j'ai écrit, genre je ferai jamais danser avec les stars de ma vie. C'est trop marrant. C'est trop drôle, hein, genre je sais plus quel âge j'avais et tout, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que peut-être qu'à l'époque tu voyais que des danses au salon. Tort. Et du coup tu t'es peut-être dit c'est pas pour moi. Mais j'avais tort, j'ai eu tort, comme quoi des fois... C'est pour ça qu'il faut jamais... des fois, tu te pièges toi-même. Hein. C'est vrai. Moi-même, j'ai eu tort. Et après, quel a été ton rapport, du coup, aux réseaux sociaux pendant le tournage de l'émission ? Après, voilà, honnêtement, je crois que pendant l'émission, j'ai très... je pense, comme on dit, entre guillemets, j'ai très lissé, tu vois, genre, je pense. Peut-être un peu trop. Et parce que aussi, je tenais à... Je pense que si ça avait continué, si on avait plus et tout, je pense que j'aurais gardé aussi un rythme beaucoup plus régulier, etc. et tout. J'aurais gardé un truc un peu plus lisse parce que aussi, faut pas aussi nier le fait... je pense que surtout, nous, en plus, la génération qui a vu Instagram arriver, machin, etc. Je pense qu'on a vraiment aussi la conscience de toutes les personnes qui peuvent regarder ce que tu fais. Et moi, je voulais absolument pas que... Quoi que je puisse faire, que ça... puisse toucher ma famille ou genre mes proches, etc. Et puis il y a d'autres personnes quand il y a d'autres personnes qui te regardent, faut commencer à faire attention, surtout qu'en plus on est dans un milieu où genre t'as beaucoup ne serait-ce que de jeunes personnes, voire d'enfants qui regardent ce que tu fais. Donc je trouve que c'est important au bout d'un moment de ça veut pas dire genre de se lisser, mais de montrer l'exemple, tu vois. C'est ce que j'allais dire, de montrer un peu de montrer un peu l'exemple. Oui, parce que quand tu dis se lisser, on parle pas du tout de l'émission, là, on parle vraiment de toi et ta vie privée perso. Ouais, voilà, de ma vie privée. Vraiment préserver... Ouais, voilà, de préserver ma vie perso, de mettre un peu moins de trucs de famille. Par exemple, pendant l'émission, c'est con, mais je montrais pas où j'allais, etc., tu vois, et même en termes de contenu, tu vois, je pense que tu postes des choses différentes, tu vois. Et puis, je trouve que c'est pas con, tu vois, je pense, entre les phases de vie, entre ce que tu fais et tout, mais tout de même, suite à ça, je me suis dit, c'est quand même bien de trouver un entre-deux, parce que je trouve que c'est aussi un espace, les réseaux sociaux, il faut quand même rester libre, tu vois, tout le monde a le droit de poster ce qu'il veut et de rester qui il est. Tant que c'est aligné avec tes valeurs. Ouais, tant que c'est aligné avec tes valeurs, tu vois... Et là, moi, je me suis de plus en plus pro retrouver l'Instagram d'avant, quoi, publier ce que vous voulez, du moment que c'est cool et respectueux, tu vois. Exactement. Et je reviens un peu sur ce que tu vois en début d'enregistrement, on parlait tu vois, d'Elvin Ailey, de tout ce qui était aussi en rapport avec ta culture et d'où tu viens et les danseurs de couleur de peau noire. Et est-ce que tu penses qu'on attend des choses différentes d'un danseur noir dans les médias ou pas du tout ou est-ce que tu as parfois le sentiment qu'on t'enferme dans une image ou au contraire, là je parle plus de l'émission, je parle des médias en règle générale, des réseaux sociaux, etc. En fait, le truc, c'est que, et après, pour moi, c'est encore un souci d'endroit, tu vois. Mais je pense qu'en France, on a du mal encore à accepter que la majorité des gens vivent avec les clichés qu'ils ont dans leur tête, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si t'es noir et que t'es danseur, la majorité du temps, on va te demander si tu fais du hip-hop, tu vois. Toujours, la majorité du temps. Si jamais tu fais un autre type de danse, on va dire « Oh, ok, c'est bizarre, pourquoi ?» tu vois, et tout.
c'est des trucs, des situations dans lesquelles je me suis déjà retrouvé, tu vois, et même quand tu fais des castings pour que ce soit des pubs ou des trucs, etc., ben tu sais que en ce moment, là, ce qui est cool, c'est soit les noirs qui ont des dreads. En ce moment, ce qui est cool, c'est les noirs d'un mètre 90, chauves, musclés. En ce moment, ce qui est cool, c'est machin. Et c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Par exemple, il y a quelques années, avant qu'il y ait tout l'avènement autour de la mode, soit Travis Scott, Playboi Carti, etc., et que mondainement ce soit cool, soit réellement cool d'être noir, tu vois, ben on n'acceptait pas, c'était pas stylé, genre un noir super tatoué avec des cheveux un peu en mode freeform, genre The Weeknd, tout ça, genre on cherchait pas forcément ce genre de trucs là. C'est des choses qui sont venues maintenant, parce que maintenant c'est cool, tu vois, et que voir limite, vu que toute la culture afro-américaine elle domine toujours et tout, bah du coup maintenant les ça commence à changer, et encore on veut pas soit on veut pas des noirs différents, soit les gens n'arrivent pas à voir qu'il y a entre guillemets des noirs différents, tu vois. C'est très grassement dit, mais je pense que c'est un peu comme ça que tu te sens, parce qu'aujourd'hui encore, faut dire la réalité, tu vas en audition, on se regarde tous, on va dans le même coin, et puis on fait les maths, quoi. On fait les maths par rapport à on regarde la production, on se dit bon, combien vous pensez qu'ils vont en prendre, combien, machin, bon. Attends, je rigole, c'est pas drôle. Non, mais oui, mais maintenant. Je rigole parce que je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois, mais maintenant ça nous fait rire, mais c'est une réalité. Tu vois, le truc, c'est que c'est une réalité, et que tant qu'on voudra pas. Juste, pardon, je précise que c'est pas un rire moqueur, hein, c'est un rire de. Ah oui, non, mais oui, bien sûr. Et tant que ce sera pas, assumé, ce sera un problème, tu vois. Parce que, évidemment, aux États-Unis, ils sont hyper. On a l'impression que tout va bien, mais bon, ils sont hyper séparatistes, pardon. Et racistes, voilà, je l'ai dit, voilà. Un petit lapsus. Mais tu vois, le fait que des fois, qu'il y a un côté où. Ils acceptent un peu plus le profiling, genre si on veut une danseuse noire, on veut une danseuse noire, si on veut machin, on veut un danseur caucasien, etc. et tout, ça fait que les gens vont directement dans les espaces où on veut tu vois. Et ces espaces-là existent. Et je pense que c'est ce truc-là aussi qui manque ou qui bloque. Par exemple, c'est con, mais genre, je vais donner un exemple. Bon, après, c'est parce qu'on n'y est pas encore. Par exemple, je pense qu'il y a aussi en termes de mentalité, même artistiquement, des trucs, on n'y est pas prêt, tu vois. Genre, on est encore, les gens font encore du chipotage par rapport à la petite sirène qui est noire ou à des trucs comme ça, tu vois. Donc, les gens sont pas prêts à avoir une comédie musicale avec un protagoniste noir autre que sur Le Roi Lion, tu vois. Genre, c'est bête. Et on te laisse même pas, ne serait-ce que auditionner pour ça. Par exemple, tu vois, c'est marrant, mais j'ai auditionné pour le premier rôle de Dirty Dancing. Et j'avoue que je l'ai fait pour rigoler. Non, je l'ai fait pour rigoler, je m'explique. Parce que je savais que jamais il ne m'appellerait, ne serait-ce que pour passer l'audition. Alors que j'ai lu le truc, c'était mon profil. C'était mon profil, mais tu vois, vraiment, genre, danseur jazz, qui a des latines, machin, enfin, tout, même taille, tout, etc., tu vois. Et ils n'avaient pas écrit caucasien. Et c'est pour ça que j'ai envoyé. Tu vois. Écrivez, tu vois. Écrivez, genre, dites-le. Dites-le, genre, comme ça, c'est bon. C'est bon, tu vois, genre, c'est pas grave, genre, comme ça, on viendra plus dans vos espaces, etc. Et peut-être que ça créera d'autres espaces, etc. où... Après, c'est vrai que pour essayer de temporiser un peu et faire, entre guillemets, l'avocat du diable, c'est vrai que selon aussi les projets et les demandes, mais tu vois, il y a des comédies musicales où on va demander telle origine ou telle culture. Bien sûr, voilà. mais limite, je suis en mode faites-le, mais du moins que c'est clair, tu vois. Comme chez les danseurs. Voilà, ou voilà, tu vois, par exemple, le truc, c'est que tout le monde fait comme si,
on s'en fout, on n'a rien à faire, etc. Non, si jamais tu regardes réellement le quota, dans les faits, tu vas voir que il va y avoir une personne noire max et peut-être une métisse curly, etc. Et par contre, on va pas en prendre deux. Et ça, c'est une réalité, tu vois, que je pense que les gens ont besoin genre de le dire pour l'affirmer, tu vois, sans que ce soit, comment dire, pas forcément en mode énervement, etc. C'est genre, venez, on accepte que c'est comme ça, ok? Que du coup, ceux qui n'auront plus envie d'aller se battre pour une place, ils n'iront plus. Tu vois? Ceux qui auront encore envie d'y aller, ils iront, mais ceux qui n'en auront plus envie n'iront plus, tu vois? Et ça évitera certaines personnes de se fatiguer, tu vois? Après, je trouve que ça s'ouvre de plus en plus. Et oui, tout de même. Il y a de la diversité. Bien sûr, parce que nous aussi, je trouve que comme on en parle, on nous écoute aussi quelque part. Et donc, c'est cool, tu vois. Bien sûr. Mais, et heureusement, que ça avance dans un sens, tu vois. Je pense que là, je fais les maths de la triste totalité, mais évidemment qu'il y a des espaces et qu'il y a des personnes qui pensent différemment, et que déjà aussi il y a Dieu merci qu'il y ait des chorégraphes noirs, qu'il y ait des chorégraphes racisés, donc oui, évidemment qu'il y a que ça évolue là-dedans, même au niveau que ça change, corps, qu'au niveau exactement, mais bien choses, sûr. Mais ça c'est qui m'attriste, c'est que je pense qu'on en est tristement encore loin, tu vois. Et que je pense qu'on en parle comme si on était plus en avance que là où on est, tu vois. C'est très vrai. Genre, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Si on continue d'en parler, c'est que c'est nécessaire. Ouais. Et en même temps, tu te dis, on débat sur des sujets qui ne devraient pas y avoir. Enfin, bien sûr. Juste on parle de choses où il ne devrait même pas y avoir de sujet. Complètement. Mais bon. Voilà. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode, Joël. On est quasiment à 1h30. Waouh! Papote. Waouh! Si tu devais transmettre un seul message à un jeune danseur ou jeune danseuse qui débute, ce serait quoi? En vrai, je dirais... mange tout ce que tu peux. Mange tout ce que tu peux. Mais oublie pas de prendre le temps quelquefois. Tu vois, genre vraiment simplement, parce que je pense que c'est très important que tes premières années dans la danse tu sentes l'énergie d'aller à fond, genre fuser. Mais c'est important de respirer 2-3 fois, tu vois, de rester pour pas oublier qu'il y a la vraie vie entre guillemets à côté, quoi. Genre voilà. Yes. Et qu'est-ce que toi t'aurais aimé entendre quand t'avais 17 ans et que t'as commencé la danse? Je pense t'es légitime de le faire. Je pense vraiment ouais. Je pense que je dirais ça parce que même si je leur ferai pas de reproches, mais c'est triste, hein. Mais t'oublies pas les personnes qui t'ont dit que tu n'y arriverais pas, tu vois. C'est triste, hein. Mais tu l'oublies pas. Et des personnes, tu vois encore, hein. Mais comme on a décidé de plus être vengeur et d'avoir le cœur de la paix, mais tu l'oublies pas, tu l'oublies vraiment pas, et genre ça marque, et ça, il faut dire la vérité, ça crée des fractures. Genre je me dirais vraiment t'es légitime de le faire, et tu peux le faire bien, tu vois. Tout simplement. Yes. Et j'ai sauté une question qui était tes futurs projets et créations, si t'avais des choses ou des vacances, j'en sais rien, des petits... non, en vrai, non. Écoute, tout est à venir. Oui. Tout est à venir. J'ai l'espace pour... Non, justement, comme je disais au début, justement, là, j'ai envie. J'adorerais avoir le temps de reprendre ma compagnie, de me remettre à créer. J'adorerais refaire ça, donc... on va dire que c'est ça le prochain projet. Trouver le temps de faire ça. Yes. Et puis, de toute façon, quand... on laisse de l'espace dans nos vies, souvent, et c'est comme ça qu'on attire les choses et que ça vient à nous. Je suis grave d'accord. Est-ce que tu auras un dernier message pour clôturer cet épisode, Joël? Non, j'allais dire une bêtise, mais non. J'allais dire un truc qui n'a rien à voir. Ouais, si ça n'a rien à voir, dis. Aimez-vous, buvez de l'eau et respirez.
Moi, j'aime bien. Aujourd'hui, tu rigoles, hein. Mais quand tu vas te rappeler, il y a toujours un des trois qui peut te sauver. Et bien sûr. Il y a toujours soit boire de l'eau, respirer, ou il y a toujours un des trois qui peut te sauver. Mais je rigole parce que c'est ta tête, tu me regardes comme ça. Voilà. Moi, je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Et parce que ça me fait rire, parce qu'à la fois, je suis premier degré, mais à la fois, ça me fait rire de dire ça. Enfin, voilà. Et ben on va clôturer sur ces jolis mots. J'espère que l'épisode vous aura plu. Merci Joël pour ton temps. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à envoyer du love, comme il disait, aimez-vous. Envoyez du love à Joël, au podcast aussi, mettre 5 étoiles, le partager. Et voilà, on vous souhaite une belle journée, soirée. Agréable journée, soirée, voilà. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez, soyez heureux. Voilà. Allez, ciao. Ciao.